Bonjour, nous sommes le 2 octobre, il est 17h30, il pleut depuis 2 heures du matin et ça s'arrête tout juste maintenant. Vous venez de voir celle qu'on appelle la pouloute, ex-turtle. Voici évidemment notre maître à tous. Oh, Oxo va-t-il se joindre à la promenade? Il est mécontent parce que voici, avec la pluie, un collègue qui la dispose quelque peu, même si celui-ci reste bien à distance, c'est Garfield. Hein. Les présentations sont faites. Et évidemment, l'objet de la promenade attend impatiemment et on y va. Alors évidemment, on ne parle pas de tout ça, hein, et on va passer... on va passer à autre chose qui pourrait aussi... vous voyez, la pluie s'arrête quasiment à l'instant. On va passer à autre chose qui pourrait... qui voilà. Tiens. Goliath, allez, viens. Viens vite. Qui pourrait également... Oh, ça sort. Ça sort. Comme les escargots après la pluie, il y a des chats qui sortent. Et alors, je dois quand même encore vous montrer, mais ça risque d'indisposer tous ceux que la nature enquiquine, hein, qui sont au-dessus de ça, évidemment, qui se consacrent à soigner les humains, ce qui évidemment n'a rien à voir avec la nature. Voici le panier d'il y a quelques jours, enfin tout ça c'est cette semaine, je crois que c'est quoi, mardi il me semble. Ça devait être mercredi, il y a 2-3 jours. Et alors ça, c'était hier. Ça, c'était hier, ainsi que les lépiotes, hein, magnifiques, comestibles, mais bon, je mange pas grand-chose. Alors ça, ils sont un peu en train de se décomposer. Ce sont des cèpes de Bordeaux, mais le plus beau est dans le frigo parce que je vais me le faire ce soir. Et alors, regardez cette petite merveille ici. C'est... Vacellum pratense. Regardez ça. C'est un très très gros. J'ai jamais vu cette espèce dans un exemplaire aussi gros. Et alors hier avec Goliath, en 3 heures, on a trouvé 37 espèces. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je crois que je n'aurai absolument aucune vue. Vu que vous regardez évidemment ces vidéos pour avoir de la médecine et jusqu'à présent, vous n'en avez pas eu. Donc, on commence. Et figurez-vous que je dois vous faire part, un peu dans la continuation, alors j'attrape mon Goliath, dans la continuation de la vidéo précédente, j'ai à vous faire part d'un commentaire peut-être pas sur cette vidéo-là, mais encore la précédente, parce que vous savez que je viens de faire un enchaînement de... Ceci, ça doit être la 5e, au moins la 5e vidéo sur les graisses. Hein, tiens, j'ai décidé qu'aujourd'hui, si je voyais des champignons, je les montrerai. Eh bien, celui-ci a poussé pendant la nuit, parce qu'il n'était pas là hier. Et ça, c'est aussi Vacellum pratense, le lycoperdon des prés. Comme le tout gros exemplaire que je vous ai montré. Mais évidemment, il n'est pas encore... il est loin. Je ne crois pas qu'il va arriver à cette taille-là, surtout dans cet environnement plus modeste. C'est un grand pré. Allez, Goliath, viens par là. Viens, pas ici. Allez, pas ici. Donc, c'est un post qui est apparu dans les commentaires Facebook sur l'annonce de cette vidéo qui recommandait davantage de graisse. Vous savez que c'est mon thème actuellement. Je constate que la plupart de mes patients ne consomment pas assez de graisse. C'est absolument évident et quasiment systématique, pour ne pas dire extrêmement difficile à corriger chez les patients présentant le génotype ApoE2. Mais c'est aussi, bon, je vais reprendre un peu contact avec vous, j'espère que c'est centré, très souvent le cas pour les ApoE3,
Hein. High fat, low carb, ben, regardez, je viens avant de commencer cette vidéo, à l'instant de finir, de finir un rapport pour un de mes patients islandais qui pourtant est motivé, discipliné. Voilà, high fat, low carb, c'est pas, le but n'est pas atteint, c'est pas satisfaisant. Donc il va se faire un peu taper sur les doigts et il a une dysbiose intestinale qui s'aggrave. Ouf, j'entends Goliath qui fait du remue-ménage sur les gravillons du voisin. Il est certainement en train de faire un gros pipi. Bon, et le voisin vient de rentrer. Bon, éloignons-nous discrètement. Moi, ces animaux-là, je ne connais pas. Moi, c'est à qui toutes ces bestioles. Ah, voilà Goliath. Et donc... voilà, ce patient islandais, je suis un peu déçu. C'est pas ça. Pourtant, c'est quelqu'un très motivé, qui est en super forme, jeune, quarantaine d'années, très sportif, beaucoup d'activités professionnelles, très intense, perfectionniste. Et oui. Oula. Oh mince. J'ai été mettre ma grosse main. Bon, écoutez, je ne vais pas retourner le téléphone tout le temps. Je vais filmer ce qu'il faut filmer, c'est-à-dire pas trop moi-même. Parce que, effacer ici l'oxo, j'ai raté la grimpette subite dans l'arbre. Dommage. Bon, et alors, revenons ApoE2, évidemment, il ne mange jamais assez de graisse. ApoE3, c'est souvent encore insuffisant. Et figurez-vous que les ApoE4, eh bien, plus je revois des dossiers ApoE4 que j'ai conseillés il y a 6 mois, il y a 9 mois, il y a 12 mois, etc., je me rends bien compte que je dois corriger le tir. Je n'ai pas suffisamment insisté sur quand même la nécessité de bonne graisse. Ah ben ça y est, voilà maintenant Oxo qui fait ça chez l'autre voisine. Bon, enfin, mes animaux, c'est bien, ils respectent mon jardin, et alors ils arrosent toute la rue. Bon, bref, vous ne direz rien, surtout, gardez ça pour vous. Et donc, ces ApoE4, en général, ne mangent pas assez de graisse non plus. Oui. À leur dire qu'ils ne doivent pas nécessairement suivre une diète high fat, low carb, à leur faire peur avec les graisses saturées et le cholestérol, finalement, ils se retrouvent avec trop peu de graisse. Donc, ces ApoE4, ils doivent consommer davantage de graisse aussi, mais bon, plutôt des graisses végétales. Et justement, dans toutes ces vidéos sur les graisses, je vous ai bien expliqué quelles étaient les bonnes sources de graisses végétales. Et surtout, je vous ai dit, n'oubliez pas la possibilité, je dirais presque la nécessité, d'utiliser ces sources de graisses végétales dans des formes moulues, dans des formes broyées. Hein, ok, donc les tapenades, les guacamoles, les beurres de noix, les beurres de graines. Voilà, ça ce sont des choses qu'il faut absolument promotionner chez les ApoE4 parce que sinon ils n'ont pas assez de graisse vu qu'ils ont certaines réticences sur les graisses animales. Alors, je savais bien en venant ici, je sais que chaque année en octobre, il y a ici des coprins chevelus qui poussent plus ou moins à cet endroit. Et vous voyez, il y en a un. Alors, bon, c'est comestible, c'est pas un bon comestible. Je vais jamais manger ça, surtout là où il pousse, parce que je peux vous dire que c'est un endroit que Goliath arrose assez systématiquement. Mais vous voyez, et je ne sais pas ce qu'il y a là à côté. Ah oui, il y a un petit à côté qui a l'air un peu souffreteux. Je n'ai pas aidé en touchant parce que je me demandais si c'était vraiment un champignon. Donc ça c'est le coprin chevelu. Et c'est son endroit chaque année. On le voit
Il va en venir toute une troupe. Hein. Bon. Et donc, graisse végétale, à ne pas oublier, parce que le problème, c'est que les gens, quand on parle de graisse, quand on parle de graisse, eh ben, ils ne rêvent que de beurre, de fromage et de viande rouge. Vous voyez, et de saucisses. C'est pas, les graisses, c'est pas que ça, mais enfin, j'espère que vous avez compris. Donc, tous ces apoeux à qui je recommande de manger davantage de graisse, j'ai expliqué ça dans la vidéo en question, que j'espère que vous avez vue. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, parce que c'est important. Et en commentaire, qu'est-ce que je trouve? Un commentaire qui a d'abord l'air sympathique, qui dit oui, non, les graisses, c'est bien, mais, parce qu'évidemment, avec les graisses, il y a toujours un mais. Hein, il n'y a pas de mais avec les céréales. Mais il y a un mais avec les graisses. Et voilà, ça c'est la pluie qui se termine. Vous voyez, il y a toute les brumes qui remontent. Et là, la ligne de brume que vous voyez tout du long, eh bien, c'est le trajet de la Clerve. Vous voyez, qui vient de Clairvaux, qui est par là, et qui descend vers le sud, et qui va se jeter dans la Vils. Et j'habite entre Clairvaux et Vils. Voilà, vous saurez tout. Mais il fait, après la pluie comme ça, l'air est très, très pur, très transparent. C'est assez agréable, je dois dire. Je suis content d'être sorti maintenant et vous avez une vidéo très nature parce que le sujet aujourd'hui, vous voyez, est assez lâche. Mais venons-en au gros point épineux, c'est-à-dire... Oh. On va laisser Goliath faire un besoin plus ambitieux que les précédents. Et donc, c'est ce commentaire qui m'a rendu fou furieux. Hein. Non, les graisses, c'est bien, mais attention, une cuillère à soupe de graisse correspond à 2 cuillères à soupe de sucre. Oui, en termes de calories, c'est exact. Mais la correspondance ne me paraît pas tout à fait le mot adéquat. Et alors l'idée, c'était que tout ce sucre pouvait rendre diabétique. Bon, alors là on dérapait dans le dérangement mental. Bon, n'insistons pas. Mais voyez, finalement, j'ai oublié de vous parler de ça. C'est pour ça que je me rattrape aujourd'hui. Finalement, c'est cette histoire de calories qui revient. Vous voyez, moi, je ne suis pas du tout convaincu par ces histoires de calories. On me demande tout le temps combien de calories est-ce que je dois manger, combien de grammes est-ce que je dois manger de glucides, combien de grammes de lipides, combien de grammes de protéines, etc. Je ne réponds jamais, parce que je n'en sais rien. Et ça va changer d'un jour à l'autre en fonction de ce que vous faites, de votre stress, de la température, de ce que vous avez mangé la veille, et de vos horaires de la journée, etc. Donc c'est tout à fait ridicule et prétentieux de prétendre donner des calories. Mais c'est vrai que j'ai oublié Moi, je suis tellement, si vous voulez, imperméable aux calories que j'ai oublié cette affaire-là. Eh oui, 1 gramme de graisse vaut 9 calories, 1 gramme de sucre ou de féculents ou de protéines ne procure que 4 calories. Oui, et alors? Parce qu'en réalité, on mange ce qui correspond à notre faim. La faim, quand elle est adaptée... non, je commence mal ma phrase. La faim va être régulée par l'hypothalamus. Je parle souvent de l'hypothalamus à mes patients, que ça effraie un peu, je dois admettre. Mais bon, l'hypothalamus est dans les profondeurs du cerveau et concentre tous les signaux qui proviennent de tous les capteurs de toutes sortes. C'est un gigantesque ordinateur central qui va vous... Oh, regardez ça. De belles lépiotes. Ça, c'est des lépiotes
va pas les déranger, on va les laisser grandir, ça peut devenir très grand. Vous en avez vu dans mes paniers. Hein. Ce sont des Macrolepiota. Je pense que ça va devenir des Macrolepiota Procera et que donc les chapeaux peuvent se manger un peu comme des pancakes. Hein. Mais évidemment, ce n'est pas très glucidique, donc c'est bien, c'est très riche en nutriments. Bon, de nouveau, c'est pas l'endroit pour récolter. Hein. Ici, le long d'un chemin où tous les gens du village viennent promener leurs chiens. Et alors, regardez un peu la quantité de glands qu'il y a. Vous voyez, ça c'est la glandée. Hein. Ça, c'est dans le temps, on sortait les cochons dans les bois. Et ils se nourrissaient de glands, ce qui était quand même meilleur pour eux que... il y a énormément de glands hein, cette année, je pense qu'il y en a plus que d'habitude, sans doute une réaction pour se protéger contre les dangers des écarts climatiques. Et donc ces cochons étaient en meilleure santé et plus intéressants à consommer que ceux qui sont nourris avec les horreurs qu'on peut leur donner dans l'agriculture industrielle. Donc cette histoire d'hypothalamus, revenons-y, il intègre tous les signaux de toutes sortes, et notamment tout ce qui vient du tube digestif dans sa totalité, mais aussi d'autres paramètres. Enfin, c'est vraiment le carrefour de toutes ces informations. Et il délivre des instructions très claires. D'une part, la faim ou la satiété. Et il délivre aussi des indications sur le genre de besoin. Alors, je vous explique tout de suite. Quand quelqu'un suit sa diète telle que identifiée, telle que préconisée, et donc, par exemple, high fat, low carb pour un ApoE3, c'est quand même le plus courant, les E3. Hein. Théoriquement, 75-75% de la population. Donc, c'est de loin la majorité. Eh bien, quand c'est bien respecté et que vous ressentez une pulsion pour les féculents, vous avez envie d'un spaghetti au sarrasin avec une grosse sauce bolognaise bien abondante pour qu'il y ait quand même des protéines pour stabiliser la glycémie. Et vous voyez que je n'hésite pas à vous prendre un exemple. Certains vont tout de suite qualifier d'incongru et crier au loup, parce que la bolognaise, mon Dieu, il y a de la viande, mais bon, celui qui veut manger autre chose peut manger autre chose. Je prends juste un exemple, hein, ne vous offusquez pas. Et donc, cette envie de spaghetti bolognaise, si vous êtes E3, que vous suivez une diète high fat, low carb, elle est légitime. OK ? Elle est légitime. Par contre, si vous bouffez vos goûters sucrés et que vous avez tout le temps envie de pâtes, et tout le temps envie de sucre, et tout le temps envie de pommes, et tout le temps envie de boissons sucrées, eh bien, ces envies sont totalement déréglées, sont absolument artificielles. Okay ? Donc, dans les pulsions, il y en a de deux types. Bon, déjà, les pulsions sucrées sont suspectes, en général, alors que les pulsions salées sont authentiques, en général. Voire toujours. Bon, à vérifier évidemment pour ne pas faire d'excès de sel, mais si vous avez envie de sel en général, c'est parce que vous en manquez. Bon, évidemment, si on veut être rigoureux, on va vérifier le sodium dans les urines de 24 heures et on sait exactement ce qu'il en est. Et puis évidemment, il y a quelques contre-indications médicales comme l'hypertension, mais c'est pas le sujet ici. Moi, je ne parle pas des pathologies dans mes vidéos, hein. Je parle de santé. Et donc, on va un peu retourner le truc, tiens. Essayer de ne pas mettre ma main où je ne dois pas, parce qu'avec cette flotte, ça va glisser. Donc, pulsion sucrée, pulsion pour des féculents,
souvent suspect, certainement anormal si vous avez une diète catastrophique et vous êtes adepte des snacks glucidiques. C'est une des pires erreurs qu'on puisse faire. Voilà. J'ai encore eu un bel exemple à vous proposer, pas plus tard qu'avant-hier, où une patiente, je pensais quand même plus disciplinée, je me rends compte qu'elle prend 3 cafés sur sa matinée, mais elle met des laits végétaux dedans. Alors, elle prétend faire une certaine tendance au jeûne intermittent, pour laquelle je ne vais pas spécialement insister dans son cas, mais qu'en général je recommande. En réalité, elle ne fait aucun jeûne du tout. Alors, je lui reprochais déjà de faire 3 repas et 2 snacks, ce qui me paraît, moi, affolant, aberrant, totalement aberrant pour tout le monde, sauf cas médicaux. Bon, de nouveau, je ne suis pas dans des pathologies. Et en réalité, elle fait 3 repas et 5 snacks, parce qu'elle a 3 cafés avec du lait végétal, mais voilà, c'est des snacks. Les végétales, c'est quand même pas les protéines, hein, que je sache. Donc, elle mange 8 fois par jour. Oui, donc, tous des cas comme ça, évidemment, si vous avez des envies d'autres cafés au lait, c'est votre glycémie qui est en folie, son hémoglobine glycosylée est d'ailleurs trop élevée, son insuline aussi. Mais quand tout ça ne joue pas, que vous respectez une diète high fat, low carb, eh bien, je peux vous garantir que si vous avez un besoin de féculents, il est justifié, il faut l'accepter. Surtout quand tout ça est entrelacé d'activités physiques ou de périodes de stress qui vont augmenter des besoins pour les hydrates de carbone. Et donc, quand vous suivez votre ligne directrice de votre diète, et vous savez que j'aime bien ces diètes à peau E, mais évidemment, il y a d'autres facteurs qui jouent, comme les marqueurs métaboliques classiques qu'on utilise en médecine générale depuis des décennies. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Donc ça joue aussi. Ça doit être intégré, évidemment, avec les génotypes. On doit faire un cocktail avec tout ça. Eh bien, quand tout ça est bien suivi, vos sensations sont fiables. Ce qui nous renvoie à ces principes de diète inspirés par nos ancêtres. Parce que dans le temps, on ne se posait pas toutes ces questions, on avait envie de quelque chose, si on pouvait l'obtenir, on le mangeait. Vous comprenez ? Tout ça, c'est devenu un peu déréglé, un peu excessif et artificiel, et je n'aime pas beaucoup tout ça. Donc, essayons de revenir quand même à des choses de base. Oublions ces histoires de calories qui n'ont ni queue ni tête. Votre hypothalamus vous dit combien et dans une bonne mesure quoi et quand vous devez manger. Et le reste, voilà, vos envies, le principe des produits de saison, la variété des aliments, etc. C'est tout ça qui complète la figure. Moi, vous me demandez, docteur, combien de grammes de glucides dois-je manger par jour en fonction de mon génotype? Qu'est-ce que vous voulez que je dise, moi? J'en sais rien. Ça va changer chaque jour. Votre cerveau, votre hypothalamus est là pour vous le dire si vous avez les bases correctes. Alors, attendez, parce que ça, on ne voit pas toujours. Vous voyez, là. C'est pas une vache. Hein. C'est un taureau. Et là, ici, c'est un chat. Bon, alors, il nous reste 3 minutes. Eh bien, avec les 3 minutes qui restent, ce que je vais vous dire, c'est une petite explication complémentaire sur la dernière vidéo, on va dire ancestrale, hein, avec les DIO2 AA. Okay. Cette vidéo vous précise que les DIO2
AA, c'est le génotype ancestral qu'on dit aujourd'hui variant, mais qui est en réalité le véritable gène sauvage d'antan, mais qui est devenu minoritaire aujourd'hui. Depuis le Mésolithique, la version T est apparue au lieu du A. Elle a eu du succès à cause d'une alimentation de plus en plus riche en féculents, parce que nous entrions dans l'agriculture, dans le néolithique, dans la sédentarisation, etc. Donc le thé s'est propagé, il est devenu dominant, notamment dans cette partie du monde, et donc c'est maintenant ce qu'on considère comme la version sauvage. En réalité, c'est la version variante, puisque l'origine c'était AA. Eh bien, les DIO2 AA, qui encore aujourd'hui, c'est 14% de la population, donc c'est pas du tout négligeable, hein, c'est une personne sur 7. Eh bien, ces gens-là auront tout intérêt à manger high fat, low carb, parce qu'à ce moment-là, ils n'ont pas de signe d'hypothyroïdie, même s'ils ne sont pas de très bons convertisseurs. Comment est-ce qu'on dit ? S'ils ne font pas une très bonne conversion de T4 en T3. C'est moins grave de ne pas convertir T4 en T3 quand on a une diète high fat low carb. C'est très important cette notion-là. C'est pas nouveau, hein, c'est quelque chose que Thierry Hartog, qui est évidemment une référence pour tout ce qui est la science hormonale, hein, dans le cadre de sa médecine anti-âge, dit depuis très longtemps que quand on diminue les hydrates de carbone, on a besoin de moins d'hormones thyroïdiennes. D'ailleurs, je crois que lui intègre ça dans ses traitements. Il fait varier son traitement en fonction de ce genre de changement de diète. Alors, vous me direz, le problème, c'est les ApoE4 qui sont aussi DIO2 AA. Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Tout simplement, ils doivent manger davantage de graisse végétale. On peut être high fat, low carb sans se jeter sur les graisses animales. Et c'est un petit peu ça, la conclusion de cette série de vidéos sur les graisses. J'ai essayé aujourd'hui de tout ramener dans une espèce de discours libre que je ne sais d'ailleurs pas trop comment je vais intituler. Enfin bon, quand vous verrez ceci, vous aurez eu un titre et un sous-titre, mais pour le moment, je ne sais pas trop lesquels mettre. Eh bien voilà, c'est terminé, et vous avez un Goliath en pleine forme qui vous dit, avec moi, à vendredi prochain, 19h30. Merci pour votre fidélité. Bye bye.